Parfait. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Je vais commencer de façon pratique. Je ne savais pas où était l'école d'architecture ici. Donc, hier soir, j'étais sur Google Street et puis j'ai essayé de savoir où c'était. J'ai mis un petit bonhomme et je me suis baladé au bord de la Loire jusqu'ici. J'ai regardé la distance entre mon hôtel et puis l'école d'architecture. Je me suis dit, j'aurai pas le temps, alors j'irai à l'hôtel après, etc. Et j'ai fait ça de façon tout à fait spontanée. C'est presque une habitude désormais. Je ne sais pas si on peut visiter, j'ai pas poussé entre guillemets le vice jusque-là. Je ne sais pas si on peut visiter l'école de façon... non, pas encore, mais ça viendra. Bref, déjà le rapport que j'ai au territoire que je vais traverser ici à Nantes est complètement lié au fait que je puisse avoir des informations via des applications numériques. Et si vous réfléchissez un petit peu, on est désormais dans un monde où par le biais de puces RFID, de capteurs, de géolocalisation, un monde qui est devenu carrément hybride. C'est-à-dire que, vous savez, il y a encore 5 ans, jusqu'à il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est évident, on pensait qu'il y avait un monde physique, et puis un monde numérique, un monde en dehors, offline et online. Et en fait, si vous faites un petit peu d'introspection, de réflexivité, on s'aperçoit que tout ceci se mélange, se mélange et constitue l'horizon dans lequel on se meut. Et je voudrais avec vous, donc, pendant quelques temps, essayer de voir les questions que ça pose. Donc, premier constat, il est désormais possible de se mouvoir dans l'espace en ayant des tas d'informations que jusqu'alors nous n'avions pas lorsque nous nous déplacions dans ce même espace. Avec votre portable, vous pouvez savoir où est la bouche de métro la plus proche, si vous êtes dans un endroit, une ville que vous ne connaissez pas, où est je sais pas quoi, le restaurant végétarien le plus proche, et vous avez une information qui échappe à votre regard, c'est-à-dire le restaurant végétarien, il est à 2 pâtés de maison, vous ne le voyez pas, il est à 150 mètres, mais vous ne le voyez pas, mais vous le voyez sur votre écran. Et on s'habitue à cet environnement-là, et ça a 10 ans, 15 ans, pourtant c'est désormais l'expérience que l'on fait quotidiennement. De la même façon, vous pouvez être informé, je sais pas quoi, des vélos qui restent dans la station Vélib la plus proche, ce genre de choses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et en plus, alors je reviendrai peut-être largement là-dessus, mais je le dis tout de suite, en plus, avec ces petits appareils, que je n'ai pas mis sur silencieux, voilà, ces petits appareils, on ne cesse, vous le savez, de laisser des traces de notre géolocalisation, de nos paiements, des lieux que l'on traverse, de façon tout à fait surprenante. C'est-à-dire que l'ensemble de ces traces, de ces datas sont stockées, on le sait, sont stockées. Pour l'instant, seule une minorité, vraiment une minorité de ces datas sont exploitées par le data mining. On va chercher ces datas et puis on les rapproche les uns les autres pour, avec des algorithmes, voir s'il y a des recoupements significatifs. Et vous savez que la mise en profil est liée à cette capacité algorithmique de faire des rapprochements de tous ceux qui ont, je sais pas, tous ceux qui sont venus à Nantes aujourd'hui, tous ceux qui la semaine dernière ont acheté des chaussettes rouges, et ceux qui ont, je ne sais pas quoi, ceux qui ont regardé sur YouTube des vidéos sur la Méditerranée. Ça a l'air de rien, mais en France, il y a des milliers de gens qui ont regardé sur YouTube quelque chose sur la Méditerranée, qui ont acheté des chaussures rouges et qui sont venus en Nantes.
Et ça fait un profil. C'est un profil tout à fait étonnant puisque c'est inimaginable comme ça. Vous n'auriez pas l'idée de rapprocher ce genre de choses. Et les algorithmes prédictifs sont précisément basés là-dessus, c'est-à-dire on va croiser 3 données, puis une 4e, puis une 5e, et on s'aperçoit que la 5e, il n'y a plus que, je ne sais pas moi, 1500 personnes. Et les 1500 personnes, c'est celles qui, je dis n'importe quoi, en plus ont acheté des yaourts sans sucre. Voilà, eh bien, on va prendre ceux qui ont les 4 premières données, et on va faire une publicité ciblée pour les yaourts sans sucre pour cela. Hein, les autres ayant eu le yaourt sans sucre. C'est les algorithmes prédictifs. Ce qui fait que nous rentrons dans un monde où non seulement nous allons être informés de ce qui nous entoure, mais aussi informés de ce qui pourrait nous plaire dans notre entourage. Voilà. C'est énorme comme chose. On n'en est pas encore là, mais les premiers signes sont déjà là. En tout cas, il faut s'habituer au fait que nous soyons désormais rentrés dans un monde où j'ai pris ce titre, un monde qui est sous-titré d'informations. Nous traversons des lieux, nous rentrons dans des espaces et nous avons de l'information sur ces lieux, sur ces espaces immédiatement. Et la question alors c'est comme un sous-titrage de film, je veux dire, si vous ne comprenez pas la langue, vous avez une idée, mais enfin, vous regardez à la fois les images et vous lisez, les deux se mélangent. Et là, ça se mélange. Hein. La question est de savoir quelle langue est employée dans ce sous-titrage. Et ça, c'est une première idée que je voudrais vous exposer. Cette langue, pour l'heure, est essentiellement utilitaire, rentabiliste. Ces données que l'on a, ces données embarquées qui nous suivent, facilitent grandement notre vie. Ça nous permet de faire des économies. L'information ambiante qui est liée à ce genre de choses nous permet de gagner du temps, d'être plus rentable en quelque sorte, ou de rentabiliser notre temps. Et donc c'est une logique utilitariste essentiellement qui est derrière ça. Dans la majorité de cas, donc, il s'agit de quelque chose de fonctionnel, utilitariste. Et le danger, certainement, consiste en ce que l'urbain, je sais que vous avez l'école est là-dessus, l'urbain en vienne à ne plus être appréhendé que comme un ensemble fonctionnel qu'il s'agit d'utiliser ou de consommer au mieux. L'urbain, ensemble fonctionnel. Hein. C'est-à-dire que notre rapport à la ville, notre rapport au lieu, devient plus efficace, plus rentable, mais risque de s'en trouver, comment dirais-je, désenchanté. Désenchanté. On peut se poser la question de savoir si il y aura encore des lieux, des endroits que l'on pourra fréquenter selon l'expérience de nos simples sens, hein, les 5 sens, notre propre sensibilité, notre propre subjectivité, notre propre intériorité, hein, de façon non assistée. On s'habitue peu à peu à cheminer et à fréquenter les lieux de façon assistée. Est-ce qu'il sera encore possible de flâner, de se perdre, de s'arrêter dans un tel monde, si on est obsédé par une logique rentabiliste? Et même je vais plus loin. Est-ce que ça sera possible de s'encastrer dans un embouteillage? On sait qu'au niveau de la gestion des villes et des flux associés, ces outils sont fantastiques. Hein. Bon, la géolocalisation permet de... Vous savez qu'on a tous des petites cartes SIM dans
portable, eh bien, la géolocalisation en temps réel, si vous êtes chez tel opérateur, est vendue de façon anonyme, vous inquiétez pas, est vendue, et en reportant la localisation des multiples cartes SIM avec une carte physique classique, on peut avoir en temps réel une vision des flux d'automobiles, par exemple, et des embouteillages. Et moi, si je suis abonné à un service qui me les signale, je suis bien content de m'entendre dire que si vous continuez encore 500 mètres, vous allez vous encastrer sur un embouteillage, mais si vous prenez la première à droite, puis la troisième à gauche, vous passez à côté de l'embouteillage. Donc c'est une agilité qui est désormais permise grâce à ces technologies, et c'est tout à fait, évidemment, pratique. Mais cela dit, si je voulais m'encastrer d'un embouteillage, de façon non masochiste, ça serait possible, mais on peut imaginer qu'on me signale vraiment que c'est interdit, parce que ça pollue, parce que c'est pas bien, hein, et qu'il faut suivre les directives qui indiquent tel ou tel. On peut imaginer ça, c'est-à-dire que où commence la civilité et l'incivilité à partir du moment où il y a des suggestions, par exemple, de parcours. Et ces suggestions de parcours étant basées sur le fait que eh bien, ça fluidifie l'ensemble. Est-ce que ma liberté individuelle a le droit de s'opposer à la fluidification collective du trafic? Ce sont des questions qui vont se poser assez rapidement. En tout cas, il est désormais, ça y est, je veux dire, il est désormais capable de savoir à peu près, pas tout, mais beaucoup de choses sur son environnement grâce à son smartphone. Et c'est sans contexte utile et rassurant. Mais, donc, première question, c'est est-ce que le temps ainsi passé à s'informer sur la configuration ou les ressources d'un lieu n'est pas celui qui aurait permis d'en faire subjectivement l'expérience. Je veux dire une chose, moi, tout à l'heure, avec l'école d'architecture, hein, c'est-à-dire j'ai commencé à regarder de façon... Ce qui m'importait, c'est combien de temps il y aura à pied entre mon hôtel et l'école. Voilà. Donc, vision rentabiliste. Et puis, j'ai vu que ça allait pas, donc je m'évite ça. Mais voilà, j'ai une vision de rentabilisation du temps. Une autre chose aurait été que je fasse ce parcours sans aucune information, avec une expérience du bord de la Loire, que sais-je. C'est quand même quelque chose de différent. On le voit du reste, il n'y a pas longtemps, je parlais de ça dans peu importe un colloque, mais ça va vous intéresser, je pense, sur les musées, hein, et sur les audioguides. Une chose est de flâner dans une exposition, dans un musée, et d'avoir son regard attiré par un tableau, une sculpture. On ne sait même pas qui est le peintre, qui est le sculpteur. Il se passe quelque chose de l'ordre de la magie poétique, subjective, une espèce de mise en résonance entre mon intériorité esthétique et puis cette œuvre. Et ensuite, je peux très bien me documenter, mais de qui est cette peinture ou cette œuvre. Une autre chose est d'avoir un audio guide qui me dit qu'est-ce qu'il faut voir, en gros, qu'est-ce qu'il faut voir. Les audio guides, c'est ça. Il y a un choix qui est fait préalablement. Tout n'est pas expliqué. Et on voit directement au numéro 4. Numéro 4, c'est ce truc-là. Alors, c'est tel auteur, vous regardez en bas à gauche. Alors, tout le monde regarde en bas à gauche pour savoir. C'est comme s'il y avait une espèce de... Si on était un peu téléguidé dans notre expérience, et cette expérience-là, elle est d'ordre quoi, si vous réfléchissez? Elle est d'ordre encyclopédique et pratique. Hein, encyclopédique et pratique. Elle n'est pas d'ordre émotionnel. Pour la ville, c'est pareil.
On a des tas d'informations, mais qui font l'économie de cette expérience sensible. En gros, si on voulait faire un raccourci, parce que ma collègue me parlait de l'Afrique tout à l'heure, et on discutait de zones africaines qui n'avaient pas connu le téléphone fixe, où il était encore le parcours d'information prenait du temps. Et le temps, c'était celui du parcours physique, qu'il soit à pied, en moto ou en auto. Et ça prenait du temps. Et d'un seul coup, il y a l'instantanéité télécommunicationnelle qui est là. Et ça change des tas de choses. Dans les sociétés traditionnelles, on voit que les éléments étaient dotés d'une âme. Dans les sociétés traditionnelles, hein, je veux dire, les tels lieux signifiaient quelque chose. Cet arbre avait une histoire, cette montagne était le lieu de telle divinité, etc., etc. Et ces lieux, donc, en quelque sorte, étaient sacrés, quoi. Il y avait quelque chose de l'ordre de la parole immanente et merveilleuse des lieux. Dans la société qui se dessine sous nos yeux, actuellement, les mêmes éléments n'ont plus d'âme, mais tous nous parlent désormais. Ils nous parlent. Ils nous parlent sous forme d'informations pratiques, utilitaires. Voilà. Et je pense qu'il faut se poser la question, puisque si j'ai bien compris, il s'agit d'un concours où il y aura le numérique qui croisera des lieux, et il faudra se poser peut-être la question en quoi ces choses que vous allez concevoir apportent quelque chose de nouveau et de quel type, mais aussi en quoi éventuellement ôtent-ils quelque chose à ces mêmes lieux, et comment penser le mixte sans que l'un ne prenne l'accent sur l'autre. Alors, bon, à partir du moment où on se pose ce genre de questions, celle de l'aménagement, hein, va avec immédiatement. Pour l'instant, l'aménagement, en grande partie, est délégué à des sociétés de spécialistes, hein, en particulier sur les infrastructures télécommunicationnelles et les applications. Et si on voit comment au niveau urbain, au niveau des responsabilités urbaines, la politique visant ces infrastructures informationnelles est gérée, eh bien les décisions appartiennent finalement à des techniciens qui essaient de faire au mieux, évidemment, mais dans l'immense quasi-totalité, il s'agit toujours de la même logique qui tend à rentabiliser les flux, les parcours, ce genre de choses. Pourtant, les mêmes services pourraient être pourraient être conçus de façon beaucoup plus collaborative, à partir de l'attente et des expériences des usagers. C'est là que vous pourriez intervenir, il me semble, hein, avec votre concours, parce que si vous partez de l'expérience des usagers et cherchez à concevoir qu'est-ce que pourrait amener en plus ou à côté sans qu'il y ait une coupure radicale le numérique, eh bien vous vous apercevez que s'ouvre d'abord un énorme chantier d'écoute, d'observation, de participation croisée et finalement de mise en design de la réflexivité citadine. Nous avons tous notre subjectivité. Il s'agit de partir de cette dimension-là. Parce que pour l'heure, la vision est certainement trop instrumentale.
Les lieux ont leur singularité. Vous savez bien que les quartiers ont leur réputation, leur atmosphère, une ambiance. Il y a des lieux d'improvisation. La ville n'est pas seulement un système fonctionnel. Hein. C'est aussi un système c'est aussi des lieux d'improvisation, de croisement, de métissage, où le lien social se donne à voir et à expérimenter. Et il ne faut pas que cette capacité de création et tant pis, je mets l'accent là-dessus, mais de subjectivité, de poésie, d'improvisation, soit recouverte par une vision trop fonctionnelle. Donc, imaginez cette mise en design sous forme peut-être, donc encore une fois, d'écoute, de débat et d'échange. Alors, le thème, si j'ai bien compris, j'y viens, hein, je vais tenir le temps. Le thème était l'inégalité, hein, je veux dire les fractures numériques, mais j'ai mon excellent collègue qui va en parler certainement mieux que moi, donc j'en dis juste 2 mots, mais sur l'inégalité vis-à-vis des technologies de communication. Si on fait une généalogie, alors vraiment en 2 mots, hein, une généalogie des inégalités, donc de la fracture numérique. La fracture numérique, il y a 20 ans, nous parlions de la fracture numérique essentiellement en termes d'accès. Ceux qui avaient accès au réseau et ceux qui n'avaient pas, ceux qui avaient des portables, ceux qui n'en avaient pas, ceux qui Internet ou pas, des pays entiers, des zones entières où il n'y avait pas de réseau, ou même en France, il y a 25 ans, il y avait encore des zones blanches, et actuellement encore, il y a des zones où il y a du haut débit, et d'autres, c'est pas terrible. Enfin, ce genre de choses. Et la fracture numérique désignait finalement un problème d'accessibilité technique. Hein. Et s'est mis en place une lutte finalement contre cette inégalité territoriale qui s'est traduite par des politiques d'aménagement territorial où finalement régions, départements, communes se sont battus à qui serait le plus branché, le plus connecté et le plus, entre guillemets, moderne. Bon, force est de reconnaître, si on prend le territoire national en France, bon, c'est pas trop mal actuellement. Et par contre, dès le début des années 2000, apparaît ce que l'on a appelé la seconde fracture numérique. En fait, c'est juste notre regard qui changeait au fur et à mesure où les expériences d'ubiquité médiatique se multipliaient. Une catégorie beaucoup plus fine est segmentée en termes d'inégalité d'usage est apparue, en ce sens que l'idée était que les capacités individuelles à s'approprier pleinement les technologies de communication étaient très inégalement réparties selon le capital culturel des gens scolaires, le savoir-faire pratique, les compétences techniques ou encore le milieu social et les réseaux de sociabilité. C'est-à-dire il y a d'énormes disparités discriminantes dans la façon dont les gens utilisent ces technologies. Et encore une fois, ceci renvoie donc aux capacités cognitives, culturelles et économiques des personnes en fonction des... Parce que l'idée, c'est finalement de trouver une information adéquate en fonction des besoins, des attentes, de savoir les traiter, et de leur donner un sens, et pas seulement les consommer, c'est-à-dire être capable de hiérarchiser les informations qui arrivent à nous selon un système de valeurs, et ceux qui n'ont pas les moyens d'y parvenir
eh bien, n'en tirent pas de réels avantages. Bon, ça c'est les deux grandes disparités sur la fracture numérique. Mais je voulais vous parler aujourd'hui d'autres choses. Et vous allez voir que c'est en plein dans le sujet quand même, de façon un petit peu paradoxale. En ce sens que je vais vous parler de déconnexion. Parce que travaillant sur les hyperconnectés pendant des années et des années, je trouve que vraiment c'était mon sujet d'étude, c'était les gens qui étaient les plus connectés. Et il est apparu quelque chose comme une espèce de plainte générale, où les gens les plus connectés... j'ai trop d'emails, j'ai trop de sollicitations, il y a trop de choses qui arrivent à moi, etc. Et actuellement, je travaille très concrètement sur ce que vous recevez en bandeau lorsque vous êtes sur Internet, des publicités très ciblées, vous dites c'est pas mal ça. Et bientôt, nous allons recevoir, lorsque vous serez sur vos portables, des publicités aussi qui vous suggéreront des choses tout à fait intéressantes, très bien ciblées. En tout cas, trop de choses qui arrivent aux individus et un désir de déconnexion. Je ne peux pas parler de ça, ça m'amènerait trop loin. Juste faire le rapport entre ce désir de connexion et la ville et les lieux. Parce que rapporté à la ville ou au lieu, le désir de déconnexion, c'est quoi? Ça se traduit par le fait de ne pas être géolocalisé. De ne pas être géolocalisé, de pouvoir garder son anonymat en ville et de pouvoir mettre sur out de temps en temps ou off pour pouvoir précisément expérimenter subjectivement ou être pleinement dans le lieu que l'on fréquente. De la même façon qu'on peut se déconnecter pour être tout à l'interlocuteur avec lequel on est physiquement, il y a des lieux qui ne sauraient être traversés d'informations distrayantes et qui rendent cet espace-là comme troué. C'est difficile, c'est une tension qui est très difficile parce qu'encore une fois, les applications que l'on a avec nous sont très pratiques, très utiles d'un point de vue rentabiliste. Et pourtant, il y a une part de nous-mêmes qui cherche à prendre un petit peu de distance. D'une part, le désir de préservation de l'anonymat en ville, de ne pas laisser de traces, et d'autre part, l'idée de maîtrise de ces parcours. Alors, le droit à se déconnecter un petit peu, à ne pas être géolocalisé, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être imaginez dans un moment de tension politique ou de menace terroriste, peut-être interprété comme suspect. Je veux dire, on peut très bien imaginer que s'il y a un taux d'attentat qui dépasse ce qui est supportable, on peut très bien imaginer que le gouvernement nous dise vous comprenez bien que vous acceptez pendant une semaine d'être tous géolocalisés et qu'on sache où vous êtes. On peut imaginer ça de la même façon. Voilà. Ou de la même façon que je vous disais tout à l'heure, pour les flux, la gestion de flux dans une ville, si les embouteillages deviennent insupportables, géolocalisez-vous tous parce que c'est le bien commun. Et face à ça, si vous ne le faites pas, vous devenez suspect. Donc, est-ce que le fait de ne pas être branché, en quelque sorte, font de nous des suspects ou des parias? Il faut se poser cette question-là, donc celle de la liberté individuelle. Et si vous réfléchissez un petit peu sur l'urbain, quand même, l'urbain, c'est ça. L'urbain, c'est... On ne cesse
de fréquenter des anonymes en ville. Du reste, c'est ce qui fait son charme. Chacun d'entre nous portant des masques, on essaie de se comporter de façon civique en ville, mais on croise des inconnus. Et du reste, il y a des lieux, il y a très longtemps de ça, j'avais fait tout un travail sur les cafés et l'urbanité. Vous savez, l'urbanité, c'est ce qui relève de l'urbain, donc de la ville. Et puis, il y a une acception du terme d'urbanité, un petit peu désuète, qui renvoie, comment dirais-je, à la façon polie, aimable de se comporter en société, hein, et en particulier dans les lieux publics. Et ça renvoie aussi à la jouissance que l'on a à fréquenter certains lieux publics. Et les cafés sont ces lieux, je ne vous parle pas des débits de boissons, les cafés. Vous savez, c'est rare qu'on aille dans un café où vraiment on y rentre parce qu'on a très soif, hein. Il y a des cafés où on ne rentre pas parce qu'on a soif. On a juste envie d'être là, de se poser et de jouir de cette atmosphère assez magique d'un café, où il y a des inconnus et qui font attention à vous sans vous aborder, et inversement. Et s'il se joue la grande scène du social, où chacun a un rôle, et ce rôle, finalement, font de nous des gens urbains, hein. Et moi j'étudiais en quoi cette urbanité était comme trouée par les appels téléphoniques où tout le monde déballait un petit peu sa vie privée. Eh bien, l'urbanité, il faut se poser la question, quelles sont les expériences d'urbanité dans nos villes très contemporaines actuellement? Quels sont ces lieux où on jouit du fait d'être en public avec les autres, de partager un lieu, et que le fait de partager ces lieux avec des inconnus est une chose positive, hein. Parce qu'on peut imaginer la ville où nous n'allons que d'un trajet à l'autre de façon efficace, et que finalement, s'il y a quelque chose qui advient dans le parcours, c'est quelque chose qui nous retarde et on devient agressif. On ne sait plus trop jouir de ces moments de partage. Alors, bon, c'est important. Va se poser, je crois, le problème vraiment encore une fois, de la liberté individuelle à prendre de la distance, y compris de dissimulation. On n'est pas obligé de décliner vraiment qui on est, ce que l'on fait en ville, justement. C'est quelque chose qui est très important. Et dans la société de risque dans laquelle nous sommes, et où tous ces artefacts sont là pour nous rassurer en quelque sorte, et dans la société de risque dans laquelle nous sommes, il faut se poser la question de la façon dont toutes nos données, les traces que l'on laisse, en particulier celles de la géolocalisation, sont absorbées et traitées. Par qui et pourquoi? Il faut quand même se poser la question. Et face à ces risques, c'est sans doute de façon presque inattendue, en tout cas c'est ce que j'observe chez ceux qui se posent la question, ce sont des principes éthiques, politiques et organisationnels, régissant ces dispositifs qui doivent clairement être explicités. Pourquoi faisons-nous ça? À quelle fin, hein? Et force est de reconnaître que pour l'instant, la majorité des données qui sont absorbées et traitées, et bientôt qui reviendront en nous sous forme de boomerang, sous forme d'aimables suggestions à consommer certaines choses, ou de fréquenter certains lieux plutôt que tel autre, etc., etc. Tout ceci n'est pas désintéressé, et évidemment derrière il y a du bénéfice attendu par certaines grandes sociétés. En tout cas, ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est sur cette nécessité de contrôle à la fois des données que l'on laisse, hein,
2, sur quel type d'application on peut imaginer, puisqu'il s'agit de ça, si j'ai bien compris, hein, de la mise à disposition de certaines applications des nouveaux publics. Qui conçoit ces applications, sous quelle forme? Est-ce selon une logique purement utilitaire et rentabiliste, ou est-ce à partir de l'expérience des individus qu'il se passe quelque chose? Et je crois qu'il y a, encore une fois, j'ai employé ce terme tout à l'heure de design, hein, au niveau de l'intelligence de l'intelligence urbaine. Pour l'instant, le design est immensément occupé par cette logique rentabiliste et ne part pas de l'expérience des individus. Donc c'est un appel, hein, dans les projets qui vont être faits, d'oublier un petit peu le geste, le geste technologique pour partir de l'expérience des individus avec lesquels vous allez travailler. Merci.